Un dîner, c'est pas une démocratie, c'est une dictature. Un bel événement, c'est quand tu dis aux gens quoi faire. Tu ne peux pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent dans un dîner ou dans un événement. C'est à toi de dire, il y a un début, il y a une fin. On pense souvent que le meilleur événement, c'est de laisser libre les gens, mais en fait, c'est une cacophonie et c'est mal organisé. Et la plupart des événements qui sont mal organisés, c'est parce qu'il n'y a pas un maître des lieux qui dit, c'est moi qui décide, c'est moi qui vous fais passer une expérience. On a lancé ça il y a 2 mois, c'est un énorme carton, on a fait dîner ensemble plus de 12 000 femmes dans le monde en 2 mois. L'amitié, c'est pas un dû, c'est pas parce qu'on est amis depuis 10 ans qu'on devra être amis sur les 10 prochaines années. Je pense qu'une bonne amitié, c'est transactionnel. Je trouve qu'une amitié, ça devrait se remettre en cause chaque année. Ça fait 2 ans qu'on se connaît. En fait, est-ce qu'on est vraiment des bons potes ? C'est quoi pour toi l'amitié ? Toute cette vague de dépression et de suicide et tout, oui, il y a les réseaux sociaux qui jouent énormément là-dessus, etc. Mais le fait qu'on parle plus à des êtres humains tout court, je pense le fait d'être coupé avec nos connexions humaines et avoir des amis, c'est bien, mais aussi dire bonjour à des étrangers dans la rue, se saluer quand tu montes dans l'ascenseur, échanger avec la nana qui est dans la queue avec toi parce que t'es en train d'acheter tes fruits. Tout ça, c'est des interactions humaines qu'on est en train de perdre. En orbite. S'élever et apprendre pour faire la différence. Bienvenue dans le 4e épisode de En orbite, le podcast de OVNI Media, le podcast pour prendre du recul, s'élever et discuter de ce qui fait vraiment la différence. Aujourd'hui, nous recevons l'homme qui veut reconnecter le monde grâce à ces plus de 120 000 personnes qui se retrouvent autour d'une table tous les mois. C'est aussi et surtout 120 000 personnes qui ont la chance de se reconnecter avec l'humain. Vous avez plus de 1 million de followers sur Insta, des dizaines de milliers sur les autres réseaux. Je reçois Maxime Barbier, le cofondateur de TimeLeft. Salut. C'est un vrai plaisir de te recevoir. C'est la première fois que je reçois quelqu'un qui a une marque worldwide comme ça. C'est assez cool et assez impressionnant. Mais avant de parler de ton parcours, de ta boîte, tout ça, la première question que j'aimerais te poser, c'est une question que je pose à tous les invités. C'est comment est-ce que toi, à la 3e personne, si tu sortais de ton corps, tu te décrirais ? Maxime, c'est un jeune entrepreneur de 40 ans qui se prend pour un athlète de haut niveau et qui essaye de résoudre un problème majeur qui est celui de la solitude. Et donc ça fait 20 ans qu'il est entrepreneur. Il n'a jamais rien connu d'autre que ça. Et il balance sa vie entre sa boîte et le sport. Et sa copine. T'as pas d'enfants, etc. pas encore ? Non. Tu l'as dit, tu as été entrepreneur depuis les tout débuts, tu as monté 3 boîtes de ce que j'ai vu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces 3 boîtes, un peu le parcours que tu as eu Ouais, plutôt plus jeune, je voulais être basketteur pro, sauf qu'à 18 ans, j'ai compris que je serais pas le prochain Michael Jordan. Et les études et moi, ça a jamais trop matché, donc j'ai dit à mes parents que j'irais jusqu'au bac. Et après le bac, j'ai fait une année d'école de commerce qui a pas très bien marché. Et c'est là où j'ai créé ma première structure. J'ai fait 7 ans d'événementiel dans le monde de la nuit à Paris. Donc j'ai organisé des soirées, je m'occupais de DJ, donc avec tout ce qui va avec. Et à 25 ans, j'en avais un peu marre de ce monde-là, où il n'y avait pas trop de long terme ambition. Enfin, tu pouvais pas faire. Quand je voyais les mecs qui avaient 10 ans de plus que moi dans ce milieu-là, je me disais, mais j'ai pas envie d'être comme eux. Et à 25 ans, je crée un blog qui s'appelle Minute Buzz, qui est un blog qui permettait de promouvoir les bonnes nouvelles, parce que je trouvais que déjà, encore pire aujourd'hui, mais à l'époque déjà, la télé et la presse te donnaient que les mauvaises nouvelles. Et donc l'idée, c'était de créer un journal des bonnes nouvelles qui m'a fait une grosse partie de ma vie, de 25 à 35, qui a duré 10 ans, que j'ai rendu à TF1. C'est pas très bien passé. Ensuite, j'ai créé TimeLeft, qui est la boîte dont je m'occupe aujourd'hui, dont la promesse est de recréer des moments où les gens peuvent se connecter in real life. Et donc, pour l'instant, on le fait dans des bars et des restaurants. Peut-être que plus tard, on le fera dans d'autres espaces. Mais on pense que la solitude, c'est pas le problème. La solitude, c'est la conséquence du fait que les gens ne se parlent plus dans la vraie vie. Complètement, je suis carrément d'accord avec toi. Tu parlais de Minute Buzz, j'ai aussi vu sur ton LinkedIn en préparant quelque chose qui s'appelait Vertical Station. Ouais. C'est le même projet. Ouais, Minute Buzz, c'était la marque média forte et ensuite on a créé 4 ou 5 médias. Okay. Et pour les remettre sous un même chapeau, on a créé une entité qui s'appelle Vertical Station où en 2019, je disais que le monde vidéo allait être vertical. C'était un peu en avance, mais on s'est dit, voilà, on va s'appeler Vertical Station. Trompé, en vrai. Voilà, je me suis pas trop trompé non plus. Et c'était Vertical Station et c'était aussi l'annonce où on disait que tous les médias qu'on possédait, qui étaient déjà 100% vidéo, allaient passer aussi 100% vertical. Moi, tu vois, il y a un truc qui m'a tout de suite fait tilt quand j'ai vu ce que tu avais fait avec Vertical Station, etc. C'est que, donc, à ce moment-là, tu étais beaucoup sur le net, tu étais beaucoup sur tout ce qui était médias, etc. Et est-ce que c'est pas aujourd'hui tout ce qui est Reels, TikTok, Instagram, les réseaux sociaux, une des causes de la solitude d'aujourd'hui ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a poussé à
voir cette solitude au jour le jour et qui t'a envie de donner Deux choses. En 2017, j'ai commencé à créer beaucoup de contenu sur moi en tant qu'entrepreneur. Je me suis inspiré quelqu'un qui est connu aux US qui s'appelle Gary Vaynerchuk, qui a créé un format qui s'appelle le Gary V, il se filmait tous les jours. Moi, je l'ai fait aussi pendant un an. J'avais un mec qui me suivait au bureau qui faisait un 10 minutes sur moi comme un mini reportage chaque jour. Donc, j'ai compris l'importance de créer du contenu. Après, l'avantage, c'est que j'ai compris aussi très tôt les côtés un peu néfastes de ça quand tu te mets tout le temps en avant. Et pour ta première partie de ta question, je pense que les réseaux sociaux sont une des causes, mais c'est pas la cause principale. Mais oui, au lieu de passer 2 heures à aller voir ses potes et à sortir de chez soi, si tu passes 2 heures sur TikTok, oui, il y a un impact, c'est sûr. Mais c'est une des tendances qui font qu'on se sent seul. Donc, Time Left, tu l'as lancé en 2020, si je ne me trompe pas. Ouais. Toute petite année où il ne s'est pas passé grand-chose, juste un gros truc qui s'appelle le Covid. Qui a été... tu sais, pendant le Covid, il y a eu des boîtes qui sont mortes et il y a des boîtes qui ont explosé grâce à ça. Donc, nous, on a plutôt été... C'est un détonateur. Un détonateur, ouais. En fait, en début 2020, je me donne 2 ans pour réaliser tous mes rêves. Donc, je pars à la conquête de ma bucket list et je pars. Et 3 mois après, c'est le Covid. Moi, je suis en Australie. J'ai vu ma plus belle vie. Et mes potes sont chez eux enfermés. Et donc, c'est là où je me suis dit, en fait, cette idée que j'avais d'aider les gens à reconnecter leurs rêves a émergé. Je me suis dit, c'est le parfait timing pour lancer ça. C'est-à-dire que dès que le Covid, le confinement s'est arrêté, Time Left, là, avait sa place dans tous les... Ouais, carrément. Et surtout, même si j'étais en Australie et que c'était beaucoup plus flex qu'en France, donc on pouvait sortir, aller à la plage et tout, on n'avait quand même pas grand-chose à faire. Donc je me tournais un peu les pouces. Et j'ai rappelé Adrien qui bossait dans mon ancienne boîte, parce qu'il bossait pour moi avant. Et j'ai dit, tu te fais chier? Il m'a dit, oui, je viens, on monte un projet, ça s'appelle Time Left. L'idée, c'est de créer une plateforme où tu peux uploader tes rêves et tu peux voir les gens qui ont les mêmes rêves. Et donc, parfait timing, parce que tout le monde sait, dans cette phase de Covid, les gens étaient chez eux à se demander, à se questionner sur leur sens de la vie et ce qu'ils voulaient faire. Et donc, ça a bien marché. En tout cas, on a eu le MVP a pris une petite traction au démarrage, quoi. Complètement. Mais toi, du coup, à cette époque-là, pour essayer de remettre du contexte, comment est-ce que toi, Maxime, tu faisais des rencontres? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont inspiré dans ta manière de faire des rencontres pour lancer Time Left après? Bonne question. Quand je me suis fait sortir de ma boîte en 2019, je savais pas quoi faire, j'étais un peu déprimé et j'ai fait un déjeuner avec un mec qui me dit tu devrais rencontrer des gens. Et comme moi j'aime bien les challenges, je me dis vas-y t'as raison. Et donc j'ai mis une vidéo sur mes réseaux sociaux et j'ai dit les premières 100 personnes qui me demanderont de prendre un café, même si je vous connais pas, je vais dire oui. Et donc j'ai rencontré 100 personnes autour de 100 cafés et ça m'a montré quand même qu'il y avait un problème dans la façon dont les gens abordaient leur vie. Ils avaient oublié de rêver, donc c'est pour ça que ça m'a donné envie de réaliser mes rêves. Et que, en fait, c'était cool de rencontrer des inconnus. Il y avait un côté assez, je sais pas, il y avait quelque chose de positif, d'assez agréable, même si la plupart des gens qui étaient venus me voir pour un café étaient un peu déprimés. Donc, je sais pas si c'était parce que moi, j'étais positif sur les réseaux et donc j'ai attiré des gens qui étaient déprimés et qui voulaient un peu que je leur montre leur morale. Et après, quand j'ai commencé à voyager, je me suis rendu compte qu'à part les apps de dating, il n'y avait pas grand-chose pour faire des rencontres. T'as 25 ans, t'as 20 ans, je pense qu'on est plus dégourdi et on aime aller dans les bars et voilà, ça va vite. Quand t'as 35-40, il reste plus grand-chose. Et pour avoir été un gros consommateur de dating apps, c'est vraiment pas une super façon pour faire des rencontres. Oui, c'est un bon moyen de rencontrer ta potentielle partenaire, parce que c'est le but de l'app. Mais si t'es en couple, tu peux pas les utiliser, les apps de dating. Et puis même, quand t'arrives dans une ville, ouais, tu fais des dates, mais le problème d'une date, c'est que quand tu fais une date, c'est genre c'est 1 ou 0. C'est-à-dire tu vas voir la fille et tu dis voilà, est-ce qu'on va sortir ensemble? Oui, non. Si c'est non, tu vas pas lui dire écoute, vas-y viens, on reste potes, ça me ferait plaisir de te revoir. Il y a forcément un biais. Il y a un biais, il y a un contrat et voilà, et tu peux pas en plein milieu d'une date switcher en mode vas-y viens, on devient potes quoi, tu vois. Parce que t'es pas là pour ça. Et donc tu peux enchaîner les dates et c'est pas pour autant que tu vas créer des connexions. Et donc je trouvais qu'il y avait rien pour matcher les gens et les seuls trucs qui étaient accessibles à l'époque, c'était les meet-up, les trucs comme ça, mais qui sont ce que j'appelle one to many, c'est-à-dire tu vas tout seul, il y a plein de gens, tu vois, c'est un peu overwhelming, tu es là, bon ok, à qui je vais parler, généralement tu finis comme un con avec ton verre au bar, si t'es introverti, laisse tomber, ça marche pas, et donc je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Et comme nous en 2020, on savait de quoi rêvaient les gens, on a levé la vraie première idée de Time Left en 2021, on a levé 2 millions là-dessus, c'était de se dire on va matcher les gens qui ont les mêmes rêves. Parce que du coup tu disais à toute base c'était d'écrire ses rêves en 2020 et c'est à partir de 2021 où c'est vraiment devenu l'idée de se faire rencontrer ces gens qui ont les mêmes rêves, tu vois. La plateforme de 2020, c'était vraiment Time Left vient de là d'ailleurs. What do you want to do with the time you got left? C'était l'idée de se reconnecter à ses rêves. Donc t'arrivais, tu disais, tu voyais une liste de rêves, tu cliquais sur escalader le Mont Blanc et tu voyais tous les gens qui voulaient escalader le Mont Blanc. Tu cliquais sur Maxime et tu voyais tous les rêves que Maxime voulait faire. Et tu pouvais dire ce rêve-là aussi je veux le rajouter. Donc ça t'aidait à créer ta bucket list. C'était
un bucket list générateur, quoi, tu vois. Ok. Sauf qu'au bout de 6 mois, on se dit, bon, bah, c'est sympa, mais on va pas aller grand. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, quoi? C'est juste un outil pour créer des rêves, ça va pas aller loin. Et 1 an après que je sois parti de Minebuzz, je me dis, là, il faut vraiment qu'on accélère. J'ai envie de remonter un truc parce que ça me fait chier de faire le tour du monde, quoi. Et 2021, il y a beaucoup d'argent sur le marché post-Covid. Et donc, on lève 2 millions sur cette idée de se dire, bah, on sait de quoi rêvent les gens. On va créer une app. Et l'idée, c'était au lieu de swiper des gens, tu swipais des rêves. Et dès que je trouvais des gens qui avaient les mêmes rêves que toi, je vous mettais en relation. Parce qu'à la toute base, du coup, tu n'avais pas du tout ce modèle économique-là en tête. C'était quoi Est-ce On n'a que pas eu de modèle tu économique. n'avais pas de modèle 3 ans, économique? non. Tu voulais vraiment faire. On avait levé Pas des du fonds social, pour justement avoir le temps de faire ça. On s'est dit, on lève 2 millions, ça va nous laisser 1 ou 2 ans, le temps de faire une app, d'avoir plein d'utilisateurs, etc. On a essayé 1 idée, 2 idées, 3 idées. Et au bout de 3 ans, j'en avais vraiment marre de ne pas gagner 1 euro. Ça m'a vraiment déprimé en tant qu'entrepreneur parce que j'estime qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait faire du business. Et savoir faire du business, c'est savoir faire de l'argent, mine de rien. C'est quand même la métrique. Et encore mieux, savoir faire plus d'argent que tu en dépenses. Ça, c'est vraiment le propre d'un bon entrepreneur. Et on a trouvé notre business model uniquement au pivot numéro 5, qui était en mai 2023, où là, justement, quand on a recommencé à bout de souffle, on s'est dit, vas-y, c'est la dernière idée. Et là, une des contraintes, on s'est regardé avec mon associé, on a dit, c'est quoi qu'on fasse, il faut qu'il paye. Voilà. Si c'est gratuit, ça ne marchera pas, il faut qu'il paye. Et donc, on s'est dit, bah vas-y, ils vont payer 5 euros. Et on a commencé comme ça. 5 euros pour le repas ou juste pour la mise en relation. D'accord. Là, le premier dîner Timeleft, on était 20, il y avait 24 participants, c'était il y a 2 ans, et c'était 4,99 € le ticket. Et grâce au ticket, tu avais accès à une table, et après, on envoyait les gens dans les restaurants et ils payaient leur plat. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer du point de vue utilisateur? Moi, aujourd'hui, je m'inscris sur Timeleft, comment ça se passe, par quelle étape je passe, etc. Tu vas sur timeleft.com où tu télécharges l'app, tu fais un test de personnalité, c'est une 40aine de questions pour un peu mieux te connaître, et il n'y a pas grand chose à faire sur Timeleft. Et dès que tu es prêt, tu veux voir des gens mercredi ou jeudi ou vendredi, tu choisis ta date, tu fais book, et vendredi matin, tu auras une adresse d'un restaurant, tu te pointes à 20h et tu auras 5 personnes qui vont être là pour faire connaissance avec toi. Tu sais pas qui y aura, tu sais pas à quoi il ressemble, c'est pas une app de dating, tu peux pas dire si tu es célibataire ou pas célibataire, c'est vraiment c'est l'outil le plus simple pour créer des connexions humaines in real life. Tu cliques sur un bouton, vendredi ou jeudi ou mercredi, tu auras une adresse de restaurant, tu te pointes. J'imagine que vous avez déjà eu des retours comme quoi des utilisateurs Timeleft ont fini par finalement se Ouais, on a eu notre premier mariage il y a pas longtemps. Ouais. En fait, j'ai appris pas mal de trucs sur ces 2 ans. En 2 ans, on a connecté plus de 600 000 personnes à in real life dans des restaurants. On est présent dans 50 pays. Pour donner un ordre d'idée, maintenant le mercredi, on a 30 000 inconnus qui dînent ensemble dans 2500 restaurants à travers le monde. Donc en 2 ans, il y a eu beaucoup de changements. Moi, j'en ai fait 65 des dîners, moi-même incognito, enfin la plupart du temps incognito. Et les trucs que j'ai appris, c'est que, toute personne célibataire, homme ou femme, à la fin du fin, elle cherche quand même l'amour. Mais c'est en mode, voilà, t'es célibataire, t'arrives dans une soirée, tu regardes toujours un peu quand même. Tu vois, t'arrives dans un dîner, bon, t'es peut-être pas là pour ça, mais s'il y a quelqu'un de sympa, intéressant, why not? Ça viendra sur la table à un moment ou à un autre. Ouais. Le deuxième truc qu'on a appris, c'est que, en fait, quand tu demandes pas aux gens ce qu'ils veulent, ils sont plus ouverts. C'est-à-dire que si demain on fait un Timeleft 100% dating, pour moi c'est un échec, ça va être un échec cuisant. Pourquoi? Imaginons que je suis un mec, je vais rencontrer des femmes. Je m'assois, il y a 2 mecs à côté de moi, déjà je les calcule pas parce que je suis pas là pour ça. Et les femmes vont s'asseoir, je vais les juger tout de suite, et si ça me convient pas, je dirai quel dîner m'intéresse pas. Ouais, alors que la force de Timeleft, c'est que tu t'assois et tu sais pas pourquoi les gens sont là. Donc tu es obligé de laisser le temps un peu, tu vois. Hey, salut, ça va? T'es marié? Ok, cool. Putain, il y en a 2 autres, c'est un célibataire et tout. Et puis tu laisses le temps et donc tu es un peu ouvert. Et si à la fin du fin, les 3 nanas te plaisent pas d'un point de vue sentimental, amoureux, peut-être il y a une amitié là, peut-être que tu peux aussi rencontrer des potes, donc les gens sont plus détendus. Et le troisième learning, je trouve, qui est important, c'est qu'on a beaucoup plus en commun qu'on le pense. Toi et moi, on s'assoit là ça fait 1 heure, on va surtout parler de moi, mais si pendant 2 heures on fait un dîner ensemble, tu verras qu'on aura des points communs. Probablement, notamment moi, même si je commence au niveau du sport, mais je pense. Tu parles d'algorithme. Pour me faire un peu l'avocat du diable et tout, la première chose que je pense quand tu me parles d'algorithme, c'est que si tu veux faire rencontrer des personnes qui ne se connaissent pas et créer de beaux moments, est-ce que tu n'as pas peur que mettre un algorithme qui déjà présélectionne les envies des gens, etc., ça coupe pas des potentielles personnalités qui ne sont pas faites pour se rencontrer, mais qui peuvent donner des amitiés qui sont vraiment géniales à la fin? L'algorithme qu'on a, les gens ils pensent que c'est un algorithme magique type Black Mirror, mais non, c'est pas ça. C'est un algorithme qui, en fonction en fonction des gens qui participent dans un moment donné sur une ville donnée, il s'assure de maximiser les chances de succès. Et donc c'est un algorithme qui est dynamique en fonction de ce qui se passe. L'âge, évidemment, un critère important, la répartition des genres, la répartition des introvertis et extravertis. Donc
on a quand même maintenant assez de data et on a des millions de data on sait que ça, c'est ce qui marche statistiquement. Après, oui, dans l'absolu, peut-être un mec de 50 ans avec une nana de 21 ans qui n'ont rien à voir, ils vont passer un super moment. C'est possible. Mais statistiquement, non, c'est pas le cas. Et l'autre truc qu'on a aussi débugué, c'est qu'on pense que les opposés s'attirent, mais non, c'est les gens qui sont pareils qui s'attirent. Bah ça pourra créer peut-être un petit truc sur une petite discussion, mais ça, sur le long terme, ça marchera pas, quoi. C'est ça que... Ouais, ou on le voit, le critère de l'âge, par exemple, est le plus important. Demain, tu vas faire un dîner, tu peux mélanger toutes les générations, tu as quand même plus de chances que ça se passe mal, versus tu mets ensemble les gens qui ont 40 ans. Pourquoi ? Parce qu'à 40 ans, généralement, tu as les mêmes problèmes, tu es dans les mêmes phases de vie, tu vois ce que je veux dire ? Les gens se comprennent. Donc, voilà, donc on se comprenne. Après, on sait que par exemple, il faut absolument avoir 1 ou 2 femmes par table. Tu vois, si tu as une femme et 5 mecs, c'est compliqué pour la nana. Et même réciproquement, un seul homme versus 5 femmes, la dynamique est un peu bizarre. Si tu mets trop d'extravertis et pas assez d'introvertis, enfin, tu vois, donc il y a une sorte de sauce qui est là. Et après, le truc qui est fondamental, c'est qu'on en rentre dans une épidémie de solitude, non pas parce qu'on a perdu notre capacité à être humain et à être sociable, c'est juste qu'on a perdu notre capacité à l'exprimer. Mais tu mets des inconnus. Franchement, les gens, au bout d'une demi-heure, ils sont un peu stressés, mais au bout d'une demi-heure, 2 verres, après, c'est parti. Ça part dans tous les sens, ça blablate. La majorité des dîners qu'on fait se passe très, 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 très bien. Et c'est pas parce qu'on a un algorithme révolutionnaire, c'est parce qu'on pense qu'on sait plus communiquer, mais non, on reste des humains. Et les humains sont quand même plutôt bienveillants, de manière générale. Dans un endroit public, dans un restaurant, ils savent se tenir. Alors oui, des fois, il se passe des petits trucs, mais ce que je veux dire, c'est globalement, sur les 120, 150 000 personnes qu'on connecte chaque mois, ça se passe bien à 99% du temps. Et puis il y a un truc que tu disais dans une interview il n'y a pas longtemps, c'est que contrairement à ce qu'on pense, c'est quand on est avec des inconnus qu'on est le plus soi-même. C'est ce que tu disais. On a le plus tendance à montrer sa vraie personnalité plutôt qu'avec ses amis. Ou, tu vois, moi ça me fait écho à un truc où tu as des amis que tu as rencontrés dans un certain cadre, même si tu évolues, tu n'as pas vraiment envie de montrer une nouvelle facette de ta personnalité quand tu as évolué ou ce genre de choses, alors que des inconnus, tu es purement toi-même à l'instant T. Il y a toute cette vague de dépression et de suicide et tout. Oui, il y a les réseaux sociaux qui jouent énormément là-dessus, etc. Mais le fait qu'on parle plus à des êtres humains tout court, je pense le fait d'être coupé avec nos connexions humaines et avoir des amis, c'est bien, mais aussi dire bonjour à des étrangers dans la rue, se saluer quand tu montes dans l'ascenseur, échanger avec la nana qui est dans la queue avec toi parce que t'es en train d'acheter tes fruits. Tout ça, c'est des interactions humaines qu'on est en train de perdre. Et le fait de faire des dîners time left te montre, en tout cas, tu rencontreras peut-être pas la femme de ta vie à ton premier dîner, tu rencontreras peut-être pas le meilleur pote de ta vie au premier dîner. J'ai rencontré mon meilleur pote dans un dîner time left, donc je sais de quoi je parle. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sors du dîner, tu fais, mais en fait, je suis pas mort, quoi. J'ai fait passer quand même 3 heures avec des gens que je ne connaissais pas, que je ne reverrai peut-être jamais. Et franchement, ouais, c'était pas mal, tu vois. Et j'ai vu des gens qui ont switché. J'ai un mec qui s'appelle Julio au Portugal quand je vivais encore à Lisbonne. J'ai vu l'évolution, très introverti, un peu, tu vois, vraiment paniqué à l'idée de faire un dîner en transpi et tout machin. Il en a fait 30, je crois. Et tu vois l'évolution au bout des 30. C'est comme s'il avait fait une sorte du crossfit des social skills, quoi. Le mec, il a crafté sa capacité à être ouvert, à parler aux autres, et il a complètement changé. Et c'est aussi ça la beauté de parler aux inconnus. Je pense que le mot inconnu est un mot néfaste et un mot un peu, tu vois, c'est des inconnus, tu vois, faut pas mélanger. Surtout qu'on nous inculque le fait que quand on est petit, les inconnus ça fait peur et il faut éviter, quoi. Ouais. Enfin maintenant on va on se fait driver par des chauffeurs qu'on connaît pas, hein, donc le monde a changé. Mais ce que je veux dire, c'est que on s'isole nous-mêmes. Il y a des études qui sont en train de tomber qu'on est la première espèce humaine à s'isoler par elle-même. En fait, on se met nous-mêmes dans des isolations. Mais ça commence par les trucs du quotidien. Moi, l'exemple que je donne tout le temps, c'est l'ascenseur. Tu vas dans l'ascenseur, personne ne se dit bonjour. Non, et c'est pourtant, c'est 2 mètres carrés, quoi. C'est-à-dire, on est tous là. Et tu verras, dès qu'il y en a un qui sort son portable, t'as tout le monde qui sort son portable. Et tout le monde est comme ça. C'est vrai. Et on se parle pas. Puis tout le monde est sur TikTok, surtout. Enfin, ou TikTok ou Insta, ou même les coworking. Moi, ça m'arrive souvent. J'ai des potes, il faut, je viens d'arriver dans une ville, vas-y, je vais m'inscrire dans un coworking, je vais me faire des potes. Ouais, bonne chance. C'est vrai qu'il y a coworking, il y a un peu l'aspect travail qui rend un peu, qui met un biais, je pense, dans les discussions. Où quand on va discuter dans un coworking, on va souvent parler de ce qu'on fait dans la vie, mais moins de sa personne. Si tu parles aux gens, mais les gens, ils arrivent, ils sont sur leur téléphone, ils prennent leur téléphone, ils le posent sur la table, ils ouvrent le laptop, ils ferment le laptop, ils reprennent le téléphone, ils vont au shot avec le téléphone, ils attendent le café avec le téléphone, ils reposent le téléphone, ils ouvrent le laptop. Donc en fait, par design, il y a très peu d'interaction. Alors oui, les soirées aident un peu, l'alcool aide un peu quand tu fais des apéros, des trucs comme ça, mais tu vois, c'est pas pour tout le monde aussi. Il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui sont introvertis. Complètement. Tu parlais du Portugal, tu parlais du fait que vous êtes dispo dans plein de pays. Est-ce que ce syndrome de solitude, il est aussi worldwide que vous avez sur Time Left ? Et est-ce qu'il y a des pays où ça se ressent différemment, tu dirais ?
On est dans 52 pays, on a lancé l'Inde récemment et non, Timeleft cartonne dans tous les pays où on est. Notre plus grosse ville c'est Taipei à Taïwan, donc on est vraiment Tokyo, ça marche très fort aussi, Londres, New York, enfin toutes les grandes villes. Ça marche aussi à Montpellier, à Lyon, d'ailleurs à Lyon on est aussi présent si jamais tu veux tester. Ouais, quand tu veux. On a des spécificités légères. Le truc qu'il faut savoir avec Timeleft c'est que c'est la plupart du temps des locaux qui utilisent ça, donc c'est pas des expats. On pense toujours que c'est un concept pour expats, mais en France c'est souvent des Français, au Brésil c'est des Brésiliens, en Espagne c'est des Espagnols. 68% femmes, c'est beaucoup de femmes qui participent dans les dîners Timeleft, majoritairement, parce qu'elles sont beaucoup plus sociales que les hommes, je pense, et beaucoup plus OK à l'idée d'aller rencontrer des inconnus que des hommes. Et après, on a des petites spécificités. Par exemple, en Turquie, en Inde, c'est l'opposé, on a beaucoup d'hommes, moins de femmes. Quelques petits trucs comme ça, mais non, ça marche très fort partout. Moi, ce qui m'impressionne le plus dans Timeleft, c'est que c'est le même concept. Là, on est quoi? On est jeudi ou vendredi? Je sais plus, on est jeudi. Il y a des dîners qui sont en train de se passer en ce moment même en Nouvelle-Zélande, à Tokyo, tu vois, à Istanbul, à Paris. Enfin, il y a des vrais trucs qui se passent et ce que je trouve génial, c'est que c'est le même concept, quoi. Mais si tu regardes, ce qu'on fait, c'est très simple. Hein. On met des gens, on met des gens on réunit des gens qui veulent manger ensemble. C'est vrai que c'est hyper intuitif. Ouais, intuitif. J'ai vu dans une interview également, tu parlais de ton papa qui a eu un accident et de ce que ça a créé pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce passage-là? Ouais. Mon père, un an après la retraite, a eu un accident cérébral très grave qui l'a mis dans le coma. J'ai cru que j'allais le perdre, donc ça a été aussi un bon rappel que tes parents sont pas éternels. Et ça l'a un peu plongé dans une sorte de solitude assez profonde. Donc il s'est isolé à la maison pendant plusieurs années. Et j'ai tout essayé, je dis vas-y rejoins les Facebook groups, va voir la mairie, il doit y avoir des trucs de randonnée entre vieux et tout ça, donc il était un peu réfractaire. Et à la fin du fin, quand Timeleft a commencé à marcher, je pense que c'était il y a un an maintenant, j'ai dit hey, regarde ta papa, il y a des vieux qui vont à Timeleft et tout, on a des gens de 60-70 ans, tu devrais tester. Et donc j'ai réussi à le motiver à faire son premier dîner. J'ai pris le Uber, j'ai dit écoute, j'ai arrangé, t'inquiète, moi je serai avec ma table de jeunes et toi tu seras dans la même table, donc je serai là, je te verrai, t'inquiète, pas de stress. Et il a fait, il a trouvé 2 potes, une nana et un mec. Et donc ça a vraiment été une sorte de sa illumination, quoi. Wow, en fait je peux quand même avoir ce truc là, donc il le fait tous les 2-3 mois et pour moi c'est une fierté, tu vois, en tant que fils, de dire t'as réussi à aider ton père à sortir de ça, quoi. Et puis du coup t'as un vrai exemple pur, même si ça a déjà marché avec toi, avec ton meilleur ami et tout, mais de quelqu'un à qui tu tiens, qui est cher à toi et qui adore ce que tu fais, quoi. Ouais, la solitude aussi, on le voit, frappe plein de gens dont on sous-estimerait qu'ils sont seuls. Regardez autour de vous, vous avez des gens qui sont beaucoup plus seuls que vous le pensez. Il y a des gens aussi qui sont seuls en couple. Il y a des gens qui sont seuls. Tu vois, il y a des gens qui se sentent seuls à l'intérieur de leur couple. Il y a des gens qui se sentent seuls à l'intérieur de leurs amitiés. Parce que, en fait, comme tu disais au début, des fois, tu as des groupes d'amis, tu peux pas t'exprimer vraiment ou tu n'oses pas dire les trucs. T'en as marre d'être tout le temps avec les mêmes, de faire tout le temps les mêmes choses, mais tu sais pas comment sortir de ça. Et donc, il y a plein de gens qui viennent avec des objectifs différents pour faire Timeleft. Complètement. Est-ce que y a une difficulté ou pas à toucher cette tranche d'âge? Tu vois, tu parlais de ton papa qui a la soixantaine, etc. Parce que pour moi, enfin, tu vois, quand tu parles de solitude, c'est une population qui est évidemment hyper touchée par ça. Ouais. C'est peut-être ceux qui sont même mis le plus en avant depuis longtemps avec tout ce qui va être les maisons de retraite et compagnie. Est-ce que vous arrivez à les toucher, bien que Timeleft ce soit un peu digital et tout Ouais, bien sûr. Alors après, c'est pas la plus grosse partie de notre population, for sûr. Les plus gros utilisateurs de Timeleft, c'est plutôt 30-50 ans. C'est un objectif d'aller les toucher Non, un petit peu en fait, on s'est vite rendu compte avec Timeleft qu'on pouvait toucher tout le monde et que tout le monde pouvait faire du Timeleft. Donc, c'était ça la beauté du modèle, c'est qu'au lieu de se dire on a un produit pour la Gen Z, non, on a vraiment un produit pour tous. Et après, mon père a 70 ans, mais il est sur Insta tous les jours. Donc maintenant, cette génération, elle est quand même très touchée aussi par Facebook et Insta. Donc quand tu fais des ads, voilà. Après, la difficulté, elle est double. C'est que quand tu commences à expandre à l'international, tu dois localiser les campagnes. Donc les campagnes que tu fais pour les Français, c'est pas vraiment les mêmes que tu fais pour les Espagnols. Ou dans les campagnes dans les pays asiatiques, par exemple, tu peux pas avoir des pubs. Si tu traduis la langue, c'est bien, mais si c'est des têtes de Français, ça marchera pas. Ils ont besoin des têtes tu vois, qui leur ressemblent. Ou pareil dans les autres pays. Et c'est pareil aussi pour les vieux. Par exemple, je les appelle les vieux, mais ils aiment pas ça. Mais en gros, quand les plus de 50 ans ou plus de 60 ans, ils sont touchés par Timeleft. Après, ils vont sur l'Instagram. Et ils disent ok, c'est un truc de jeune, tu vois. Même si on a des gens qui leur correspondent, on n'a pas encore vraiment localisé par tranche d'âge. Par exemple, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'il faudrait qu'on fasse des campagnes de pub spéciales seniors
Et quand ils cliquent, ils arrivent sur une landing page avec des têtes de seniors pour qu'ils disent ah ok en fait pour se projeter. je peux y aller quoi. Parce que c'est un vrai truc, enfin, c'est ce que je me disais tout à l'heure quand t'en parlais, tu vois. Moi je viens du monde de la com, donc je me suis projeté, je me suis dit ok, TimeLeft c'est dispo dans je ne sais combien de pays. Comment est-ce que vous arrivez à adapter votre com pour que, parce que tu vois, je l'ai dit au début, vous avez 1 million sur Insta, donc j'imagine que ça vient de partout dans le monde. Mais comment est-ce que cette com, elle peut s'adapter à tout le monde alors que tout le monde voit des choses différentes sur Insta? Déjà, l'Insta, c'est pas du tout une priorité pour nous. On a eu la chance d'être partout, donc en fait, on a plein de gens qui sont devenus fans. Mais nous, notre vraie spécialité, et surtout celle de mon associé Adrien, c'est le performance marketing. Donc on fait vraiment de l'ads, vraiment beaucoup d'ads. Et on a maintenant une grosse équipe, on est 95 chez TimeLeft, donc ça nous a aussi, tu vois, on a de quoi faire. Et pour répondre à ta première question, qui était quoi sur comment est-ce que tu arrives à communiquer pour tout le monde alors que c'est... L'avantage des ads, c'est que tu vois, tu fais un Insta, notre Insta il est un peu fourre-tout maintenant. Il y a un peu de tout. On a des influenceurs espagnols, portugais, tchèques, enfin tu vois. Et donc c'est plus un côté. Je trouve que l'Insta maintenant il est rassurant. Tu vois, tu dis 1 million et tout le monde maintenant, dès qu'on a passé la barre du million, ça a vraiment changé. C'est tout le monde dit. C'est de la crédibilité de fou. Donc c'est la street crédibilité quoi. Et après par contre en ads, tu peux vraiment targeter et tu gères ta diffusion. Et donc chaque campagne qu'on fait est adaptée à une cible. Donc c'est généralement la créative et la diffusion. Donc quand on fait des campagnes, je sais pas, 100% pour la promotion de nos nouveaux dîners, 100% femmes. On fait des campagnes avec des femmes dedans pour les femmes et on diffuse ça auprès des femmes. Après, on en parle un peu sur Insta, mais sur Insta, tout le monde peut le voir. Donc, c'est noyé en termes d'impact. Ok, trop intéressant. Tous ceux qui ont fait de la com avec moi seront ravis d'avoir la question. C'est le moment où on commence le premier petit jeu. On va essayer de déterminer pour toi qu'est-ce que serait le repas TimeLeft parfait. Selon tes critères à toi, je vais te proposer plusieurs options et tu me diras ce que tu préfères pour un repas. Allez. Ok. Tout d'abord, la taille du groupe. Tu préfères avoir un petit cercle, c'est-à-dire 4-5 personnes, un groupe vivant 8 à 10 personnes ou une table élargie 12 à 14 personnes? Le chiffre parfait, c'est 6. 6 personnes, pourquoi? Pour plein de raisons. Donc déjà, ça peut pas être un nombre impair, ça doit être un nombre pair, sinon tu as quelqu'un qui se retrouve tout seul. Et 4, c'est une question de densité, c'est-à-dire si tu es 4, et vous êtes les 4 meilleurs potes, vous passez le meilleur dîner de votre vie. Mais si tu es avec des gens que tu connais pas et que tu as 2 personnes qui te conviennent pas, c'est 50% de la table. Et donc sur un dîner de 6, c'est vraiment là où tu peux maximiser les chances de succès. C'est ni trop petit ni trop grand. Il peut y avoir une seule conversation sans que tout le monde se fasse chier. Tu peux parler à tout le monde et si tu as 1 ou 2 personnes qui baissent un peu la moyenne de ton dîner, les 4 autres peuvent compenser. 8-10, c'est beaucoup trop gros. Généralement, il y a 2 discussions qui se passent et c'est compliqué à organiser. 4 ou 2, c'est trop intense. C'est trop risqué. D'accord, très intéressant. Le lieu du repas, un appartement chaleureux avec une grande table en bois, une terrasse au sommet d'un immeuble avec vue en ville, un jardin secret caché en pleine nature ou un endroit insolite, musée, atelier d'artistes, gare désaffectée. Rooftop, ça me paraît pas mal. Rooftop avec une belle vue, ouais. Si je devais choisir. Pourquoi? Qu'est-ce que tu préfères? Je suis pas très nature. Les lieux insolites, c'est cool, mais ça me ferait penser à vraiment un truc très événementiel, one-off. Je sais pas, si demain je vais faire un truc un peu récurrent, je prendrais plutôt un endroit sympa avec une belle vue, bien organisée. Et tant qu'à faire, je préfère faire des dîners dans des restaurants que chez l'habitant. Ok. Au niveau de l'ambiance, chaleureuse et tamisée, comme chez des amis, élégante mais simple, type dîner chic décontracté, minimaliste, silencieuse, presque médiative, ou créative et vivante, avec des objets un peu... Minimaliste et chic. Minimaliste chic, le deuxième, je crois. Que t'as dit. Ouais. Parce que t'as peur que ça... C'est mon style, tant qu'à faire. Ok, trop cool. Le thème du repas. C'est plutôt ce que vous allez potentiellement amener comme discussion pour essayer de créer des interactions entre les gens. Donc tout ce qui sera voyage intérieur, qu'est-ce que tu fais quand tu es seul, temps et mémoire, un souvenir que tu n'as jamais raconté à personne, fracture et rencontre, une personne qui t'a transformé, ou alors le monde de demain selon toi. Le monde de demain, selon moi, ça peut être un dîner sympa et électrique. Je pense qu'il peut y avoir des bons Puis ça amène au monde du rêve aussi. Des bons débats. Après, nous, on n'est pas dans le business des restaurants, on est dans le business du people, des gens, des connexions humaines. Et quand tu fais un dîner, il y a beaucoup de littérature là-dessus. J'ai lu beaucoup de bouquins sur comment organiser des dîners. C'est avant tout le choix des gens qui fait le succès d'un dîner. Tu peux avoir la meilleure bouffe et le meilleur setup si tu n'as pas un bon mix de gens. Et donc si moi qui ai curate, désolé pour le franglais, si c'est moi qui ai curate, c'est moi qui ai sélectionné les gens et que j'ai confiance dans ma sélection, je serais ok pour faire un débat comme c'est quoi le monde de demain. Mais typiquement dans les dîners TimeLeft par exemple, tu vois, on met ceux qui veulent parler politique, on les met ensemble, ceux qui veulent pas parler politique, on les met ensemble. Par exemple, on sait que c'est des trucs qui peuvent être
qui peuvent ruiner un débat, tu vois. Complètement. Surtout dans des moments comme aujourd'hui où il y a la guerre un peu partout dans le monde et que, tu vois, prendre position. C'est très polarisant, ça peut être très potentiellement. polarisant. Donc voilà. Et le dernier conseil que je donnerais, qui est pour moi le plus important si vous organisez un dîner, c'est pas une démocratie, c'est une dictature. Alors attention, mettez-le dans ce que je viens de dire, dans le dîner. En fait, un bel événement, c'est quand tu dis aux gens quoi faire. Tu ne peux pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent dans un dîner ou dans un événement. C'est à toi de dire, il y a un début, il y a une fin, on s'assoit, on fait ci, on se pose des questions, il y a un tour de table, quand les autres parlent, vous les écoutez, etc. On pense souvent que le meilleur événement, c'est de laisser libre les gens, mais en fait, c'est une cacophonie et c'est mal organisé. Et la plupart des événements qui sont mal organisés, c'est parce qu'il n'y a pas un maître des lieux qui dit, c'est moi qui décide, c'est moi qui vous fais passer une expérience. C'est super important et c'est un truc qui est sous-valorisé, je trouve, quand les gens organisent des dîners, tu vois. Ça flotte un peu, tu vois. Tu es là, on s'assoit pas. Peur de commencer la discussion, d'en terminer une, ce genre de choses. Par exemple, il faut une fin. On laisse souvent mourir les repas. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu as un dîner avec des potes et ça meurt, quoi. T'en as un qui part, t'en as un deuxième qui part et toi, t'es là, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Alors qu'en vrai, un vrai host, il dit 22h30, les amis, le dîner est fini. Vous pouvez partir si vous voulez, mais vous pouvez rester si vous voulez. Sachez que le dîner est fini. On peut aller dans le salon. Le dîner il est fini. Voilà. Après, ça te donne un clic. Tu dis, cool, en fait j'ai envie de partir. Bon, vas-y, pars. Et tu veux rester, tu peux. Mais il faut que tu times le truc, c'est important. Et donc, parce que la personne qui a envie de partir, mais qui s'oblige à rester, au moins elle n'est pas. Ouais, puis c'est moche de laisser mourir le truc par lui-même, tu vois, autant que tu te donnes le rythme. Et puis du coup, ça te donne envie ça te donne un coup de revient, quoi. Vu que ça s'est terminé de manière sympa la fois d'avant. C'est quoi ? C'est vous n'êtes pas obligé de partir, mais vous ne pouvez pas rester. Ok. Et la dernière chose, c'est ce qu'on ne doit pas faire, selon toi. En premier, parler de son métier directement. Ouais. Utiliser son téléphone. Se présenter par son âge ou sa nationalité. Ou parler de ce qu'on possède. Le pire, selon toi. Je vais un peu reformuler ton jeu, mais le plus important dans la communication entre les invités, c'est ta capacité à écouter. Mais ça, c'est très dur. Peu de gens savent le faire. Tu verras d'ailleurs, il y a une phrase qui dit « La plupart des gens écoutent pour pouvoir répondre et n'écoutent pas pour comprendre. » Et donc, tu sais, je t'écoute pas, en fait. J'attends juste que tu aies fini et je place mon phrase. Écouter, c'est très compliqué. C'est vraiment une compétence qui met beaucoup de temps. Les gens disent « Oui, mais moi, je sais écouter. » Non, la plupart des gens ne savent pas écouter. En revanche, savoir poser des questions, c'est facile à améliorer. Et moi, je recommande vraiment aux gens d'avoir des questions types. Moi, j'ai des questions types que je pose tout le temps. Et donc, quand tu dis au début, parler de son métier, c'est pas bien, fair enough, mais c'est le seul truc que tout le monde a envie de savoir. Okay. Et donc, moi, la question que je dis, c'est si demain, tu devais expliquer ton métier à un enfant de 5 ans, il a 5 ans, qu'est-ce que tu dirais en une phrase ? Et c'est drôle, tu vois. Et la personne va dire, moi, je mets des gens ensemble qui se connaissent pas et je les fais manger, tu vois. Ok, cool. Ça te donne une idée à peu près de ce que je fais, mais sans vraiment étudier. Non, je veux pas vraiment savoir, c'est bon, tu vois, des trucs comme ça. Et donc, il y a des questions qui sont top, ou ma question préférée, c'est quelle est la dernière chose que tu as fait pour la première fois ? Ok. Ou c'est quoi ton super pouvoir ? Ou tu vois. Et ça serait quoi ta réponse à cette question ? Mon super pouvoir, non, la dernière chose que j'ai fait pour la première fois, j'ai fait l'Ironman de Deauville ce week-end. Voilà. Mais t'avais déjà fait l'Ironman de full. Ouais, mais c'est la première fois que je fais celui de Deauville. Ah ok. C'est la première fois que je suis ici avec toi en train de discuter. C'est vrai. Ou le super pouvoir, c'est des questions qui marchent tout le temps et il y en a une dizaine, il y a une quinzaine de questions qui marchent tout le temps. Essayez de les détecter et posez-les, vous verrez si ça capte l'audience avec qui vous êtes et si elles marchent, vous pouvez les utiliser en permanence, c'est des bons icebreakers, quoi. Complètement, je suis d'accord avec toi. On va passer sur la vie de Time Left actuellement. Vous avez lancé les Women Only Dinner, t'en as parlé brièvement. Est-ce que vous remarquez qu'il y a une vraie différence dans la manière de connecter avec les gens entre les différents sexes ? Est-ce qu'un homme va différemment vers quelqu'un ou se présente différemment ? Il y a de la science là-dessus. Donc, les femmes ont tendance à se regrouper dans le but d'échanger, de faire connaissance, alors que les hommes ont plutôt l'habitude de se regrouper pour faire quelque chose. Et donc, c'est fondamentalement différent. Donc, ça a été backé par la science. Donc, c'est pour ça que les femmes sont plus enclins à se retrouver entre copines et discuter, alors que les mecs, c'est plutôt pour faire quelque chose. On fait un tournoi de foot, on fait du billard, on court, enfin, peu importe. Les femmes sont beaucoup plus sociales, on le voit. Leur capacité à discuter et à échanger est beaucoup plus forte que chez les hommes. Et aussi, les femmes, on remarque qu'elles ont beaucoup plus de facilité à être avec le même sexe. On a eu quelques fois des loupés sur Time Life où 6 mecs se sont retrouvés ensemble à dîner.
ils n'étaient pas super heureux, quoi. Alors que les dîners entre femmes, on a lancé ça il y a 2 mois, c'est un énorme carton. On a fait dîner ensemble plus de 12 000 femmes dans le monde en 2 mois. Et les scores, on a des scores à la fin des dîners, on voit si les gens adorent, et la rétention, la compatibilité, etc. Et c'est 2 fois supérieur à ce qui se passe dans les dîners mixtes. Donc les femmes, entre elles, ont une vraie capacité à connecter, à échanger et à être bienveillantes entre elles, tu vois. Moi, ma copine, elle en a fait 2 et à la fin, tu peux dire qui t'as envie de revoir et elle dit moi, je mets tout, il y a tout le monde, tu vois, tout le monde est sympa, tu vois. Alors que la relation homme-femme est beaucoup plus complexe. Parce que après le dîner, du coup, tu as une espèce de formulaire, un truc à remplir. Ouais, à la fin du dîner, tu peux donner. C'est comme Airbnb, tu sais, quand tu fais un Airbnb, est-ce que tu as bien aimé le restaurant, est-ce que la bouffe était bonne, etc. Et après, sur les gens, tu peux dire qui t'aimerais revoir de 1 à 5. Genre, j'ai pas du tout envie de le revoir, j'ai envie de le revoir. Et si c'est réciproque, ça vous crée un match dans l'app et vous pouvez discuter et échanger, vous avez un chat. Et ça nous permet de calculer l'indice de compatibilité des gens. Donc, ça nous permet de savoir, en fonction de notre algo. En fait, on crée des tables, on les fait dîner ensemble et à la fin, on a un outcome qui est une note et on voit en fait si on arrive à maximiser les chances. Et la compatibilité chez les femmes est largement supérieure dans les dîners hommes-femmes. Et on fera pas des dîners hommes-hommes, tu vois, parce que je sais pas, ça sonne faux bizarrement, tu vois. Tu te dis je sais pas, c'est bizarre quoi. Même moi, j'adorerais faire ça. Je trouve qu'on manque d'espace où on peut, tu vois, échanger entre hommes, rencontrer des nouvelles hommes sans le côté sexuel, tu vois, gay, voilà, un truc entre hétéros, hommes. Bah, ça n'existe pas. Et quand t'en parles à des hommes, ils sont là, ouais, enfin, chelou, non, j'irai pas, tu vois. En fait, on veut pas. Enfin, il y a un truc bizarre, quoi. Mais moi, tu vois, quand tu me dis ça, la première chose qui me vient, et c'est ce que j'y ai pensé tout à l'heure, c'est est-ce qu'il n'y a pas un ego, quoi, un truc derrière de se dire. Je suis un homme, j'ai pas besoin de me faire des amis. J'ai des amis, je vais pas les mettre sur un truc pour me faire des amis. Je vais ressembler à quoi? Ça veut dire que j'ai pas d'amis, ce genre de choses, quoi. Truc d'ego, d'homme, de bête, ouais, quoi. Ouais, je sais pas. Il y a 5 ans, je pense qu'on avait un peu peur de dire qu'on avait besoin d'amis. Maintenant, je trouve qu'on est plus, tu vois, on est plus ouvert en disant ouais, j'aimerais avoir des amis, etc. Je sais pas. Peut-être que t'es assez déconstruit, toi, sur l'idée, mais tu sais, ce truc de se dire si je vais à un dîner time left, ça veut dire, entre gros guillemets, que je peux pas aller dîner avec mes amis à moi parce que j'en ai pas assez ou ce genre de choses. Et donc, je passe pour un con un petit peu, tu vois. Non, les hommes vont dîner. On a, chaque mercredi, on a 10 000 ou 15 000 mecs qui vont dîner avec les femmes. C'est juste que, je sais pas. En vrai, je sais pas, on a ce débat en interne de se demander, après le succès des dîners entre femmes, est-ce qu'on ferait pas le dîner entre hommes? Moi, je pense que ça peut vraiment marcher, mais il faudrait trouver des hommes qui sont On peut tester, ça se teste. Je te dirais. Tu m'inviteras pour le dîner entre hommes. Ok, trop cool. Sur le futur un petit peu aussi de Time Left, donc là vous avez lancé pour les femmes, etc. On a parlé voilà, de potentiellement les hommes du coup. Est-ce que vous avez plusieurs axes de développement que vous essayez de développer à l'avenir, que ce soit même potentiellement le sport, où tu m'as parlé en me disant que voilà, vous faisiez que des dîners pour l'instant, mais d'autres activités, ce genre de choses? Nous, ce qu'on appelle une expérience chez Time Left, donc c'est, par exemple, l'expérience, c'est un dîner au restaurant. Ça, c'est ce que nous, on appelle une expérience. Et depuis 2 semaines, on a une nouvelle expérience qui est le verre dans un bar. Donc, c'est pas un dîner, c'est un verre, et c'est pas un restaurant, c'est un bar. Donc, on a manger et boire, c'est nos 2 expériences. Boire est maintenant accessible tous les jeudis à Paris et à Madrid. On est en train d'itérer un peu le produit. Après, on va le roll-out global. On réfléchir à la 3e expérience, qui sera autour du run, je pense. Voilà, petite exclu pour toi. Ouais, le running, forcément. Donc, tous ceux qui veulent lancer le time left du running, sachez que vous nous aurez en face bientôt. Mais ouais, on va essayer de créer une expérience un peu autour de bouger, tu vois. Donc, pour moi, le run est le truc le plus évident. Et tout ça fait partie du même abonnement. Donc, la stratégie de Time Left, c'est qu'avant, tu payais 20 € pour avoir un dîner par semaine, maximum. Et maintenant, avec 20 €, par exemple, tu es une femme, tu peux avoir un dîner le mardi entre femmes, un dîner entre inconnus le mercredi et le vendredi, des verres entre inconnus le jeudi et peut-être bientôt du sport le samedi. Et donc, on veut renforcer la valeur de l'abonnement. Donc, c'est un peu la stratégie qu'on est en train de mettre en place. Toi, tu parlais de ta bucket list perso. Est-ce que tu as une bucket list avec Time Left, des rêves que tu as envie de réaliser avec ce moi, produit-là? j'ai ma bucket list qui est toujours en ligne, dailymax.fr. J'ai une liste de 100 rêves dessus qui est publique. J'ai documenté tous les rêves que j'ai réalisés. J'en ai fait 88, il m'en reste 22. J'ai pris 2 ans, donc je faisais que ça, donc ça allait vite. Et ouais, j'ai quelques rêves récemment. Le prochain qui va arriver vite, c'est en septembre, je me marie. Donc ça, c'est un gros step. On est en train d'acheter un appart aussi, pareil, donc je vais peut-être en cocher 2 cette année. Avec l'Aerox Pro aussi qui m'attend en octobre, que j'aimerais bien faire dans le top 10 mondial. Et à la fin des 100, qu'est-ce qui se passe?
Ça, la question un peu. Une fois que tu as réalisé tous les rêves que tu as C'est écrits. une très bonne question. Alors, il y a un bouquin que je recommande à tout le monde qui s'appelle 4000 Weeks, qui explique que, je sais pas si tu savais, mais un être humain vit en moyenne 4000 semaines ou 1000 mois. C'est le temps, voilà. Donc, c'est mon tatouage qui représente le temps qui reste. Ok. Et le livre m'a appris 2 choses. La première, c'est que il faut que tu réalises que tu vas mourir un jour et donc tu ne pourras pas tout faire. C'est impossible. Tu peux pas tout faire parce que tu as 1000 mois dans ta vie. Et à chaque fois que tu décides de faire quelque chose, tu utilises un temps que tu aurais pu utiliser pour faire autre chose. Donc, toi, tu es jeune, tu dis, c'est pas grave, je le ferai demain. Mais un jour, il n'y aura plus de demain. Donc, de toute façon, tu as un temps fini, un temps limité qui fait que tu peux pas tout faire. Et donc, une fois que tu as réalisé ça, la deuxième étape, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et qu'est-ce que je serais OK de que je ferais jamais, en fait. Et donc, c'est ça, là, le truc. Donc, j'ai fait 100 rêves, c'est un les 2 plus belles années de ma vie. Hein. J'ai célibataire, je parcours le monde, je réalise mes rêves. J'ai allé de rêve en rêve à l'ascension du Mont Blanc, dans la jungle au Mexique et tout. Donc, c'est trop cool. Magnifique. Et voilà, et je vais pas refaire 100 rêves tous les mois parce que ça n'a pas de sens. Maintenant, c'est plus de me dire le temps passe, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et là, j'avais fait une liste de 40 rêves avant 40, j'ai refait une liste de 50 rêves avant 50 parce que je viens d'avoir 40 ans. Et donc maintenant, il me reste 10 ans et je vais essayer de réaliser. Après, c'est plus un outil de développement personnel qu'une finalité en soi. Ouais, c'est que ça te pousse à faire des choses. Ça t'empêche de végéter Ouais. sur ce que tu fais actuellement. Parce que le ou temps autre. passe vite. Tel Covid, ça ressemble si loin. C'était il y a 5 ans. Ah, Quoi. ouais. 30 ans, pour moi, ça me semble si loin. C'était il y a 10 piges, 40 ans, ça y est, je vais avoir 41 dans 6 mois. Donc en fait, le temps passe à une vitesse de ouf. Et l'autre chose qu'on sous-estime aussi, c'est que on vit jusqu'à 80-90 ans. Mais en vrai, les 20 dernières années de ta vie, j'espère qu'elles seront sympathiques. Mais il y a plein de trucs que tu pourras plus faire. Ah, complètement. L'Ironman, compliqué. L'Ironman compliqué, tous les défis physiques en fait vont disparaître au fur et à mesure. Mais aussi, je sais pas, tu rêves de faire le tour du monde ou de traverser l'Amazonie en vélo, je sais une connerie. Hein. Si tu as 2 enfants et une femme, c'est peut-être plus compliqué. Quoi. Donc, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Moi, il y a une phrase que j'adore, c'est quand tu vas mourir, tous les rêves que tu n'as pas pris vont te demander pourquoi. Wow, ok. Et tu répondrais quoi à ce pourquoi? Ceux qui, je leur ai dit, j'étais en connaissance de cause. Je leur ai dit, vous, je sais pourquoi je vous ai pas pris, et vous, ouais, j'avoue, j'aurais dû vous prendre. Quoi. Sur la partie vie perso, un peu moins axée timeless, tu parlais évidemment du sport. Tu disais que tu te prenais pour un athlète de haut niveau. Je pense qu'en vrai, t'en es pas loin sur tout ce que tu fais. Donc, tu es un Ironman, tu fais du paddle aussi, j'ai vu. C'est un truc que j'aime bien mettre en avant à chaque fois avec les entrepreneurs que j'interviewe. C'est à quel point le sport, ça a de l'importance dans ta vie d'entrepreneur, parce que je trouve qu'il y a des corrélations absolument partout, que ce soit dans ta capacité à être à tous les jours te donner, à y retourner, à avoir des échecs, à vouloir continuer, etc. Ouais. Ça prend quelle place toi, dans ta vie? Moi, le sport prend de la place depuis très longtemps. J'ai fait du sport, je sais pas, je dois faire du sport tous les jours depuis que j'ai 5 ans, donc ça a vraiment été une partie importante de ma vie. Après, quand je serais la nuit, je faisais plutôt de la salle de sport et rien d'autre. La passion des défis physiques et ultimes et extrêmes est arrivée que depuis 5 ans en fait. Quand j'ai commencé à être plus stable financièrement et que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai fait un premier triathlon, puis après j'en ai fait un double, puis après j'ai fait un Ironman. J'avais peur de me battre, donc j'ai fait un combat de boxe. Je me suis trouvé que l'expérience était incroyable. Après, on m'a dit, tu devrais faire le Mont Blanc. J'ai fait le Mont Blanc. Si tu n'as jamais fait de marathon, j'ai dit, je vais faire 100 km direct. Donc, j'ai fait une course de 100 km. Donc, c'est juste, je suis parti dans cette phase-là. Et je me suis rendu compte que, en fait, prioriser le sport dans mon agenda avait un bénéfice incroyable sur qui je suis en tant qu'être humain. À la fois, ça me maintient en bonne forme. Ça me permet d'éponger tout le stress que tu as au quotidien. Donc moi, je mets le sport en premier dans mon agenda et ensuite je mets le reste autour. Donc je fais du sport tous les jours de 15h à 17h. Et ouais, c'est une partie importante. Après, il y a des biais, c'est que par exemple, tous les entrepreneurs qui font du triathlète, on est un peu tous pareils, quoi. Mais c'est juste que je trouve que le triathlon est le sport idéal des contrôles fric, quoi. C'est vraiment quand tu as envie d'être dans le contrôle en permanence, dans la performance en permanence, dans le mesurable, dans l'obsessionnel, dans le too much. Ouais, l'Ironman, c'est un bon sport pour ça, quoi. Complètement. Et puis, je pense qu'être entrepreneur, c'est un peu le... Ouais. Et qui est aussi un sport très individuel. Le paddle, tu m'as vu en photo avec Lucas, j'en ai fait un peu, histoire de... Ouais. C'est un sport qui est marrant et collectif. L'Ironman, c'est un sport individuel. Ouais, c'est toi et toi-même. Complètement. Et tu pousses tes limites. Le marathon, c'est aussi... courir... Tu vois, c'est marrant, on dit que les running clubs, c'est des trucs pour connecter les gens. En vrai, pas trop. Tu vas avec tes potes et puis tu cours, quoi, tu vois. Donc, tu discutes un peu. Mais le running, c'est aussi un sport seul, tu vois. La plupart du temps, quand tu runs, t'es seul. C'est toi avec toi-même. Donc, je pense que
J'ai envie de te dire, montre-moi quel entrepreneur t'es et je pense que je devinerai quel sport tu fais et réciproquement, tu vois. Si tu fais tel Complètement type de d'accord. sport, je verrai quel type d'entrepreneur t'es. Moi, je suis assez obsessif sur pas mal de trucs, dans la performance, toujours pousser plus. Naturellement, je fais de l'Ironman, tu vois. Et d'ailleurs, je le vois quand je croise des entrepreneurs Ironman, on est un peu identiques. Que ce soit dans la construction de la boîte, le mindset un peu, Le tu mindset, parles. ouais. Après, j'ai des potes entrepreneurs qui sont plutôt paddle ou tennis. C'est Ouais, un autre style d'entrepreneur, tu vois. complètement. Ouais. Sur ton Insta, tu es assez actif. Je savais pas que tu avais fait cette série documentaire sur tes premiers instants en tant qu'entrepreneur. Tu as près de 30 000 abonnés sur LinkedIn. Tu en as aussi pas mal sur Insta. Euh, c'est quoi pour toi l'importance du personal branding? Ça a quelle place dans ta vie d'entrepreneur de développer ta marque perso en même temps que TimeLeft? Bon, je sais pas si je vais me faire des amis avec ça, mais tu m'aurais posé la même question, je t'aurais dit ouais, built in public, tu vois, personal branding à fond, on fait tout ce machin. Maintenant, j'y crois plus du tout. C'est la même chose que je vais plus dans les conférences et j'essaie pas de créer mon réseau. Je trouve que le networking c'est overrated. En fait, si tu crées un produit de ouf, ton réseau il va se créer tout seul autour de toi. Et c'est pareil pour ta personal branding. Parler de toi tout le temps en permanence, je trouve que tu finis comme les influenceurs. Ça peut te mettre un petit pet au cerveau et tu deviens obsédé par ça, plus que par créer ton business. Et tu peux faire tout le personal branding du monde que tu veux. Si tu n'arrives pas à un succès dans ton business, de toute façon, il n'y aura pas de leverage. La force du personal branding, pour moi, elle doit être associée à la force de ce que tu fais. Et donc, c'est bien beau de raconter ta vie, mais si derrière, tu peux au début, mais si tu réussis pas, à un moment donné, il va rien se passer. Et donc, maintenant, j'en suis un peu descendu. Et je le vois, depuis que TimeLife a été un succès, j'ai des trucs à poster tous les jours. Mais parce que je fais des podcasts, parce qu'on a des articles de presse. Et donc, naturellement, j'arrive à être exposé sur les réseaux sociaux, mais plus en parlant du succès de TimeLife qu'en parlant de mon succès. Ça, c'est le premier truc. Et je suis devenu aussi beaucoup moins obsédé à créer du contenu. Avant, j'étais obsédé. Tu vois, le nombre de likes, le nombre de commentaires, qu'est-ce qui marche mieux, c'est quoi le reach, etc. Maintenant, je poste et je poste vraiment pour me faire kiffer, quoi. Tu trouves qu'il y a une évolution dans la qualité de tes contenus depuis que tu es comme ça? Non, tu vois, tous les jours, je vais me faire démarcher par des agences de personal branding qui me disent, mais attends, avec ton potentiel, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Je dis, mais c'est quoi Enfin, tu vois, j'ai pas envie de me passer 2 heures par jour à créer du contenu. Pour moi, si demain, TimeLife, ça réussit, comme je pense que ça va réussir, tout va s'accélérer sur mon personal branding. Tu vois, je préfère que mon exposition en tant que CEO soit une conséquence du succès de TimeLeft que d'essayer de faire que mon exposition personnelle crée le succès de ma boîte. Tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, moi, pour le coup, je suis sur une solution de personal branding à fond. Mais j'ai toujours pris cet axe, ce biais de dire le personal branding, c'est pas la base de votre marque. C'est pas la base de ce que vous faites. Le personal branding, c'est ce qui va apporter la crédibilité et potentiellement la fidélité parce que on aime le gars qu'il y a derrière, quoi. Mais à aucun moment, si le produit est pas bon, si la boîte est pas intéressante, ça va marcher. Ouais. On finira toujours par redescendre, ce que tu disais. Enfin, tu vois, tu sors un produit, je prends les chaînes de burgers, on en a parlé avec les burgers de papa sur une ancienne émission. Tu sors une chaîne de burgers parce que t'es un rappeur, t'es qui tu veux. Les burgers qui sont pas ouf, tu viens une fois, 2 fois parce que c'est drôle de Ouais, bien tester sûr. et tu reviens jamais derrière, quoi. Ouais, la crédibilité, c'est important, mais encore une fois, si demain tu fais du B2C comme TimeLeft, TimeLeft est 100 fois plus connu que moi. Et donc les gens qui vont faire du TimeLeft, ils me connaissent pas. Et je vois à l'époque de Minbust, je voulais tu vois, je voulais même un peu combat, je voulais faire égal avec mon propre média, tu vois. Je voulais être aussi connu que mon média, je voulais toutes ces vidéos, mais oui, c'est sympa, t'arrives en rendez-vous, tout le monde te connaît, t'arrives dans les régies pub ou voilà, tu vois, des fois on te reconnaît dans la rue, c'est cool. Mais c'est de l'ego. Enfin, je veux dire, je préférais qu'on me reconnaisse parce que je suis le CEO d'Airbnb et que en fait, j'ai créé une boîte qui a changé le monde versus parce qu'en fait, je faisais ce que je faisais avant, à savoir 10 minutes de reportage sur ma vie dans les rendez-vous et dans les meetings en train de filmer une réunion, tu vois. Bill in public, il y a un côté cool quand tu commences parce que cette force à documenter un peu ce que tu fais, t'es exposé un petit peu, il y a des gens qui peuvent t'aider, te dire, ah, t'es en train de faire ça, tu vois, donc tu fais un peu de bruit, je trouve que c'est cool. Mais le temps passé à créer ta personal branding, je pense que ça devrait être 5%, quoi. 90% devrait être sur ton business. Parce que sans ton business, de toute façon, il ne se passera rien. En fait, en tant que CEO, en tant qu'entrepreneur, tu es corrélé à ton business. Si ton business, les burgers sont pourris, tu vas avoir un côté hype pendant 2-3 mois. Après, ton business, il va ferme. Et quand moi, je l'ai vécu. Hein. J'étais le CEO de ma boîte. Quand je me suis fait virer, j'étais plus rien. Enfin, plus rien, j'avais plus de business. C'est pas la même chose, quoi. Tu vois, c'est pas la même chose quand tu es CEO de ta boîte qui marche, quand tu es CEO de rien du tout, en fait. Et donc les gens, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que ta marque, c'est bien.
tant que tu es en train d'avancer, de construire et de réussir. Mais si demain, tout s'écroule en termes business, bah, c'est compliqué de rebondir, quoi. Après, tu es surtout accro à poster du contenu. Ça permet aussi peut-être pour certains de combattre ce truc de syndrome de l'imposteur aussi, que je pense ça que... renforce le syndrome de l'imposteur. Tu penses? Ouais. Si tu as le syndrome de l'imposteur, ça change quoi de built-in public? Built-in public, tu vas créer des skills. C'est une sorte de posture, je pense. Ouais. Après, en Pourquoi? interne, c'est vrai que potentiellement, tu te sens encore plus mal à l'intérieur de toi. Mais vis-à-vis des autres, je trouve qu'il y a une posture que tu prends qui te permet de... qui est pas la bonne, hein, on est d'accord, hein, mais qui te... Ouais, mais réussis d'abord ton produit. Enfin, fais que ton produit marche et ensuite tu commences. On a plein d'exemples, on en connaît plein d'entrepreneurs français qui sont très exposés, tu vois, genre Guillaume Moulbèche ou même Lucas de Paddle & Connect qui fait des trucs très cool. Mais leur business marche, il fonctionne, donc c'est un multiplicateur. Et donc ton multiplicateur de ce que tu es en tant que CEO versus ton business, si ton business il est 0, tu t'as beau être 3 ici, ça fait 3 fois 0, ça fait 0. Alors que si tu es 3 ici et que tu es 1 ou 2 ou 3, bah, c'est là où en fait il se passe des trucs. Après, il faut aussi, ça dépend des business. Moi, je suis B2C, on a des millions de personnes qui nous connaissent, j'ai pas besoin d'être exposé. Demain, tu es B2B, tu as besoin de rassurer tes clients qui sont des clients traditionnels. Je parlais avec mon ami Benjamin Chemla Cacher. Ça joue énormément qui passe à la télé, qui fait ses interviews, parce qu'en fait, quand il va y avoir des banques très traditionnelles, ah, mais je vous ai vu sur BFM TV, ça c'est cool, ça rassure, et donc ça fait partie de sa stratégie, tu vois. Mais il est successful, c'est-à-dire sa boîte, c'est un énorme carton. Donc en fait, tu vois. Mais je pense que quand tu commences, d'accord avec toi. Même, tu vois, j'attendrais même une petite année avant de se faire du personal branding, tu vois. Lance ta boîte, regarde si ça marche, regarde qu'il y a quelque chose, focus-toi là-dessus, et ensuite tu peux raconter à quel point, tu vois, hey les gars, j'ai regardé toutes les commandes que j'ai. Ok. Et ben on prend le conseil. La dernière question que je veux te lancer avant de passer au dernier petit jeu, ensuite on s'arrêtera là. C'est quoi pour toi la définition d'un bon ami? C'est une très bonne question. Un bon ami, je pense que c'est quelqu'un qui te pousse à être une meilleure version de toi-même et qui n'a aucune jalousie si tu deviens une grave meilleure version de toi-même que par rapport à quand il t'a connu. Et je vais aller plus loin. Je sais pas, il y a un truc, je sais pas comment le formuler, mais je dirais, en fait, l'amitié, c'est pas un mariage. L'amitié, c'est pas un dû. C'est pas parce qu'on est amis depuis 10 ans qu'on devra être amis sur les 10 prochaines années. Je pense qu'une bonne amitié, c'est... Les gens vont kiffer, mais c'est transactionnel. Une bonne amitié, c'est tu m'apportes des choses qui me font du bien et moi je t'apporte des choses qui me font du bien. Tu m'aides dans ces sujets-là et je t'aide dans ces... on s'échange des choses en permanence. Et je pense qu'une bonne amitié, c'est quelque chose qui doit rester une bonne transaction. Et non pas une amitié où d'un coup il y a tout qui s'effondre, tu vois. Où en fait t'as un mec il est que positif, il fait que tirer vers le bas, il est jamais content, il veut jamais sortir. Enfin tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que il faut se remettre en cause en tant qu'amitié. Et je trouve qu'une amitié ça devrait se remettre en cause chaque année. Tu vois, on devrait C'est un truc qui se re-signe quoi. Un CDD plutôt qu'un CDI. En fait ça fait 2 ans qu'on se connaît. En fait est-ce qu'on est vraiment des bons potes? Tu vois, c'est quoi pour toi l'amitié? Qu'est-ce qui te manque, tu vois? Et je trouve qu'on remet pas en cause. On le met dans le couple, dans l'amour. Tu sais, genre, franchement, si, ça, je me sens moins amoureux à cause de si. Tu vois, on se challenge, etc. Et on le fait pas dans l'amitié. Moi, j'ai de nombreux amis autour de moi qui remettent pas en cause leur amitié. Et tu te dis, mais là, ça se voit bien qu'il te tire vers le bas quand même. Ouais, mais c'est un pote de 15 ans, je peux pas lui faire ça. Mais c'est pas un mariage à aucun moment, tu vois. Et donc, c'est aussi les Américains qui disent ça. Et c'est genre, t'es la moyenne des 6 personnes que tu fréquentes le plus. Et on dit le meilleur moyen de changer ta vie, c'est de changer tes potes. Je suis complètement d'accord. Ouais. Tu dis ça, les gens ils détestent ce truc-là. Comment t'es quitté pour dire ça? C'est pas humain. Mais en fait, c'est ta vie et tes potes, ta meuf en tout cas, ta meuf et tes 4 meilleurs potes. Donc, on appelle le cercle de 5, qui est en anthropologie. Donc, il y a 5, 15, 50 et 150. Et le cercle de 5, c'est celui qui impacte le plus qui t'es. Et donc, tant que tu changes pas ce cercle-là, ça va être très dur pour toi de changer. Et donc, en fait, un bon ami, c'est un truc que tu dois réassess en permanence. Qu'est-ce qu'un bon ami? Ok, prends tes 4 amis et fais-les passer un test. Est-ce que c'est des bons amis? Est-ce qu'ils sont fiers de toi? Est-ce qu'ils te poussent? Est-ce que, tu vois, quand tu es en galère, est-ce qu'ils t'ont aidé, je sais pas, financièrement ou avec du temps? Est-ce que quand tu as lancé ton business, ils ont payé le produit plein pot et ils ont laissé une review directe? Tous ces trucs-là, en fait, qui sont importants. Et donc, ouais, je dirais ça. Et puis, du coup, tu vois, le gars qui prend le temps de process avec toi, si c'est un bon ami, en général, c'est un bon ami plutôt que de se dire, mais attends, c'est quoi tes conneries? Bien sûr qu'on est potes et tout, quoi. Mais l'amitié, je pense que ça devrait pas être une notion de temps. C'est pas parce que tu connais quelqu'un depuis longtemps que ça devrait rester ton ami. Je suis d'accord. Complètement.
Le dernier petit jeu, c'est le jeu du newbie. C'est quelque chose que je fais avec tous les invités. C'est des questions qui pourraient être posées par des enfants. Donc c'est aller titiller un petit peu et des trucs très simples. Tu me réponds comme si j'avais 5 ans. Allez. Pourquoi on mange pas ensemble tous les jours, en général, avec ses amis? Parce que les gens dans leur vie sont très occupés et ils prennent pas le temps de faire en sorte que ça arrive, mais s'ils voulaient, ils pourraient. C'est qui décide quand on est amis? C'est tous les deux. Tu peux pas être ami avec quelqu'un qui a pas envie d'être ton ami. Pour être ami, faut que tous les deux soient d'accord. Si les deux sont pas d'accord, c'est pas de l'amitié. L'amitié, c'est bilatéral. Comment on devient ami avec quelqu'un? L'amitié, c'est une notion de temps passé avec la personne et une notion de qualité du temps passé avec la personne. Pour devenir ami avec quelqu'un, il faut croire qu'il y a une amitié. Donc l'amitié se fait pas en un jour. Il faut 50 heures pour devenir ami avec quelqu'un que tu connais pas. Et il faut 50 heures de plus sur 3 mois pour être passé de ami à super ami. C'est des études qui ont prouvé ça. Et donc, il faut croire qu'il y a une amitié, donner le temps, donner l'importance, donner de l'attention. Et au bout du bout, s'il y a de l'amitié, il faut continuer à travailler cette amitié. Donc en fait, l'amitié meurt si tu passes pas de temps avec tes amis. Et si tu fais pas de la qualité aussi avec tes amis. Et donc c'est un long process, l'amitié. Pourquoi les adultes partent toujours de leur travail? Parce que c'est 70% de ce qu'on fait dans nos vies. Le travail, c'est 40 ou 50 heures par semaine. On n'a que 120 heures éveillées par semaine. Donc je crois que c'est plus de la moitié de notre temps passé. Et donc ça occupe une grosse partie de nos journées. C'est pour ça que les gens parlent que de ça. Est-ce que tu penses qu'il faudrait changer un petit peu ça ou réadapter un petit peu les pourcentages? Une bonne discussion, c'est comme une danse. Si toi et moi on avait un dîner et que j'avais envie qu'on parle de boulot, on ne parlerait pas de boulot parce que j'aurais d'autres choses à te demander. Les gens aussi posent souvent la question du boulot parce qu'on manque de profondeur dans nos questions, on manque de sujets et on ne sait pas quoi aborder. Et donc c'est pour ça que je recommande vraiment d'avoir ces 15 questions qu'on adore et toujours poser les mêmes. C'est pas grave. Moi, quand je faisais des dates à l'époque, j'avais mes questions fétiches et je posais toujours les mêmes. Mais c'est des questions qui marchent et qui permettent de rentrer un peu en profondeur dans les discussions. C'est mieux que t'as vu, il fait beau, t'as regardé le match de foot et c'est quoi ton boulot? Tu vois, tu pars où en vacances cet été? Ok, fine. Mais ça, c'est le niveau surface. Et donc, l'idée, c'est de créer des questions qui te permettent de changer de sujet. Et après, le plus dur, c'est d'écouter et de rester sur le même sujet. C'est très dur. Les gens, ils posent des questions et on change de sujet. On pose des questions et on change de sujet. Je sais pas si tu as remarqué ça. Alors qu'en fait, tu pourrais dire attends. Venez, on parle que de ça pendant 15 minutes ou pendant 30 minutes. On va essayer de creuser au fond du fond et je veux savoir ce que toi tu penses et ce que toi tu penses. Et on reste sur ce sujet-là. Ça, si tu as masterisé ça, t'es pas obligé de parler de boulot. Est-ce qu'on peut devenir ami avec quelqu'un qu'on ne comprend pas? Je pense qu'on peut tolérer, cohabiter avec quelqu'un qu'on ne comprend pas, tant que ça reste dans les limites de ce qu'on tolère. Et c'est bien, la mixité, je trouve ça génial. Après, pour être ami, je pense qu'il faut comprendre la personne un peu. Il faut que la personne te comprenne aussi. C'est dur, je pense, d'être avec quelqu'un qui ne te comprend pas. Et d'ailleurs, je pense qu'une bonne raison d'échec de couple, c'est justement ce problème-là. Ce sont des gens qui se mettent ensemble mais qui ont du mal à se comprendre. Pourquoi est-ce qu'on mangerait pas dans le noir pour éviter de se juger? Il y a des expériences qui s'appellent Dans le Noir, qui est un restaurant connu à Paris. Sauf que quand tu fais ça, tu rentres dans le domaine de l'expérientiel. C'est-à-dire que c'est un truc sympa que tu fais une fois, mais tu le ferais pas tous les fois. On a des yeux, on a envie d'utiliser. Dans ma liste, tu verras, j'ai un challenge. J'ai fait 24 heures les yeux bandés à Sydney. Tu réalises à quel point c'est dur de vivre aveugle. C'est incroyable à quel point tu perds tes repères. Enfin, sans la copine qui m'aurait accompagné à l'époque, j'aurais rien fait. Hein. Et j'ai mangé et tout, donc c'est sympa. Tu testes tes aliments, tu rigoles, etc. Mais c'est une expérience. Tu peux pas le faire à répétition. Et d'ailleurs, je pense que ce que tu dis, c'est une solution qui masquerait le problème. En fait, le problème, c'est de pourquoi on se juge, en fait. Et je pense que se juger, c'est OK. Tu vois, quand je fais les dîners time life, toujours... Les 30 premières minutes, tu juges tout le monde, tu vois. Il s'assoit, tes cheveux, tac, la monte, ouais, putain, non, et tout, tu vois. Alors la meuf, non, c'est sûr que ça n'a pas matché, putain, elle, ça doit être une comptable, elle m'a l'air relou coincée. Et au bout d'une 40 minutes, mais non, t'as fait du saut en parachute, meuf. À Sydney, mais moi aussi, truc de ouf, et boum, ça switch. Et donc juger, je pense que juger, c'est humain, et ça revient peut-être même à un instinct basique quand on était, il y a 3000 ans, tu vois, fallait savoir si c'était pas une menace. Juger, c'est OK. Maintenant, il faut passer outre ça, tu vois. L'instinct de jugement qui arrive tout de suite, ça va. Maintenant, il faut juste apprendre à dire, OK, en fait, tu vois, essayons de voir si mon jugement est correct.
C'est quoi le plus beau repas de toute ta vie? Le plus beau repas de toute ma vie. Pouah. J'en ai pas vraiment qui me vient en tête parce que tu as une expérience qui t'a parce que marqué? je pense fondamentalement que le plus beau repas de toute ma vie, il est pas encore arrivé. C'est la plus belle réponse, je pense, que tu pouvais faire. C'est une merveilleuse manière de détourner la question, mais c'est une très bonne réponse. La toute dernière question que je pose en général à tous les invités, parce que c'est la valeur fondamentale de mon média, c'est lié à la culture de la différence en général, que ce soit toi à ta propre personne ou la différence que tu vois chez les autres. C'est quelle place cette culture de la différence elle prend dans ta vie d'entrepreneur ou dans ta vie d'humain? Comment est-ce que toi tu cultives ta propre différence et que tu vas chercher celle des autres? Grosse question philosophique. Ce qui, moi, m'excite beaucoup dans l'aventure Time Left, c'est qu'on est 95, il y a moitié femmes, moitié hommes. On a plus de 23 nationalités dans l'équipe. On est une boîte super internationale. C'est très challenging, mais c'est très enrichissant de comprendre comment les gens voient certaines choses, les différences culturelles. Je trouve que ça fait une force. Donc ça, c'est comme ça qu'on travaille chez Time Left. Et moi, en tant que personne, c'est lire des livres en vrai. Je trouve que lire des livres, c'est un truc que j'ai appris très tard. J'ai lu mon premier livre, je devais avoir 30 piges. Mais pendant 2 ans, j'en ai lu. J'ai fait un challenge de lire un livre tous les 5 jours. Tous les 6 jours. 5 jours, ouais. C'est ça, je trouve, qui est cool. Lire des livres, ça te permet de voir des points de vue différents et rencontrer des inconnus aussi, mine de rien. Les inconnus, je les compare à des livres vivants. Quand tu fais un dîner avec des gens qui sont différents de toi, tu découvres des histoires qui sont différentes. Et ça te fait aussi relativiser sur les choses. Et être différent des autres, c'est OK. C'est une question de tolérance, je pense. Ça te fait grandir en plus, Ouais. de découvrir les différences des autres. Merci beaucoup Maxime, Avec c'était plaisir. une émission géniale. Je pense que toutes les personnes qui vont écouter seront très intéressées. Puis même Time Left, super concept, super message. Donc merci beaucoup d'être venu et puis à bientôt sur Time Left. Merci.